Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Alors on est de retour avec une émission thématique comme on l'a fait régulièrement et alors avec d'ailleurs une thématique dont on parle aussi très régulièrement si vous nous faites l'honneur de nous suivre, le travail, les évolutions du travail, la révolution du travail. Alors là on va prendre comme accroche, même si en fait elle est en marge des grandes évolutions qui se déroulent sous nos yeux, mais on va prendre comme accroche la première depuis 1994, disait le regretté Alain Griset. Je vous en reparlerai de celui qui était le ministre des Indépendants et des PME. Première loi donc depuis 1994 sur le travail indépendant. Donc on va prendre ça comme accroche pour essayer de faire le point sur tout ce qui se passe justement en matière de travail indépendant au sens très large, de l'auto-entrepreneur jusqu'aux développeurs freelance qui aujourd'hui n'ont plus l'intention de signer un CDI jusqu'à la fin de leur jour. On va voir ça, c'est parti, c'est Bismart. Et donc, autour de la table, forcément Emmanuel Barbara. Bonjour Emmanuel, avocat, senior partner, Auguste Debouzy et donc spécialiste du droit du travail en général et particulièrement passionné en fait par ce qui se passe autour des plateformes et autour des auto-entrepreneurs. Édouard Dumortier, salut Édouard. Salut. Édouard, il est le fondateur d'Allo Voisin, il a écrit un bouquin, mon Dieu je l'ai oublié, mais je l'ai lu d'ailleurs, on en avait discuté ensemble l'année dernière, sur le futur de l'économie collaborative qui t'intéresse beaucoup. Allo Voisin, donc prestation de services, location de matériel, 4 millions de membres, ça te va, c'est ça, 260, enfin, je crois que tu as 300 000 professionnels, dont 260 000 auto-entrepreneurs. C'est ça, ouais. C'est ça. Et, alors, mais c'est le truc qui m'a sidéré le plus. Messages, donc c'est des messages, des offres, etc. Dans 33 500 communes de France. Ah ouais, on est présent partout en France, ouais. Et c'est ça, c'est d'ailleurs... 33 500 Ouais, on est présent. Il y en a combien aujourd'hui? Il y a eu 36 000, je crois, parce qu'il y a eu un peu de regroupement. On était à 38, on est arrivé à 36. Et justement, c'est ça qui illustre le fait que c'est un phénomène qui prend partout et que la question du travail, elle se pose de manière universelle. Et François Hurel. François Hurel, le père de tout ce dont on va parler. Père du statut de l'auto-entrepreneur. L'homme qui a réussi à faire en partie... Parce que c'était... François, il faut le dire d'un mot, et d'ailleurs, on va en parler. C'est-à-dire, le combat pour le statut de l'auto-entrepreneur que tu as mené avec Alain Madelin, par exemple, c'était au départ d'essayer de faire exploser la rigidité du droit du travail. C'est exactement ça. C'était ça. Bien sûr, bien sûr. Ouais. C'était d'essayer de travailler sur l'idée qu'on pouvait travailler autrement. Ouais. Il y avait d'autres façons, il y avait d'autres regards sur l'activité, qu'on pouvait changer les choses. Ah ben c'est réussi. Et c'était il y a combien de temps ça? Parce que vous avez commencé il y a 30 ans presque. Alors, tu faisais référence à la loi de 1994, c'est à partir de la loi de 1914. Ouais, c'est la loi Madelin d'ailleurs. Voilà, alors, premier texte issu, disent effectivement les savants, que c'est issu du rapport Barthélemy qui avait été écrit au Conseil économique et social et qui avait déclenché cette idée qu'il fallait légiférer sur cette catégorie. Et puis, ce faisant, on a tiré la pelote en disant mais finalement, ils sont très nombreux à vouloir le faire. Ouais. Et entre 1994 et 2009, il s'est passé beaucoup de choses. On a beaucoup bataillé. Puis en 2009, on a inventé le régime. Ouais. Et là, tout a changé. Mais la fameuse phrase là, parce qu'on va en reparler aussi quand même, ceux qui ont plus de facilité à trouver un client qu'un patron. Phrase d'Emmanuel Macron. Est-ce que, juste comme ça, on va faire un petit tour de table là-dessus, il avait... Donc mon Dieu, comme le temps passe, 2017. 2017, absolument. Il avait en 2017, dans le discours, donc il y avait cette phrase-là, il y avait le chômage pour les indépendants, enfin le droit de démissionner, il y avait tout, non, pas le droit de démissionner, mais le chômage pour les indépendants, il y avait tout un tas de choses. Est-ce que le compte y est à l'arrivée, ou est-ce qu'il s'est assis sur un certain nombre de ses promesses? Alors, on en reparlera. Le compte y est pour un certain nombre de points. Ce qui est à noter, c'est qu'il y a eu une évolution formidable de la société entre 2017 et maintenant. Et là, on n'a pas rattrapé. On n'a pas pu rattraper. Et vraisemblablement, l'un des enjeux... Il était en avance, il est en retard. C'est ça que tu dis là maintenant? Non, il était dans le time. Il était à l'heure. Et on est devenu en retard, ouais. Logiquement, parce qu'on n'a pas vu le phénomène. On n'a pas vu. Moi, rappelons-nous un chiffre, hein. Le régime de l'auto-entrepreneur en 2009, c'est 1200 inscrits chaque jour. Aujourd'hui, c'est 3500 par jour. Ouais.
3500, c'est un phénomène. Le Big Quit à la française, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a 15 millions de salariés de première ligne qui ont démissionné dans les 3 dernières années aux États-Unis. Nous, on est exactement dans un phénomène identique, pas sur les mêmes catégories de salariés. C'est ça qui est beaucoup plus préoccupant. Mais on est en retard sur beaucoup de choses. Et pour moi, le retard majeur, il est sur la protection sociale. Il y a une inégalité formidable. Alors, rentrons. Alors, justement, donc, la loi sur le travail indépendant. Non, là où ça me fait sourire, c'est que Alain Griset, il l'annonce donc en grande pompe lors du congrès de l'U2P, et 5 jours plus tard, boum. Condamné à 6 mois de prison avec sursis. Et ce que j'ai découvert, ce qui me fait encore plus sourire, c'est que c'est un ancien artisan taxi, Alain Griset. Bien sûr. Bah oui, c'est un excellent texte pour les artisans, les commerçants en fin de carrière. C'est vrai. En fin de carrière. Protection du patrimoine. Qu'est-ce qui est important? Non, mais vas-y, parlons-en, parce que qu'est-ce qui est important dans le texte? Parlons-en. C'est un texte qui j'ai envie de dire, je vais le dire avec un mot très dur, c'est un texte de l'ancien monde. C'est un texte de l'ancien monde des indépendants. Ceux qui étaient des indépendants protégés, patrimoniaux, bénéficiant de la constitution d'un fonds de commerce, d'un clientélisme. Ça n'est absolument plus un texte adapté à la population des 2 600 000 qui sont nés après 2009. Et ceux-là, ils n'ont pas de patrimoine, ils n'ont pas de protection, ils n'ont rien du tout. Et là, il faudrait vraiment maintenant s'adresser à eux. Emmanuel, tu as pu jeter un coup d'œil sur ce texte? À la vérité, pas en détail. Oui, ben voilà. Non, mais c'est ça qui est intéressant, parce que ça veut dire. Effectivement, je suis assez d'accord. Tu sentais intuitivement que en fait, c'était pas le texte qu'il fallait pour mais c'est pas les travailleurs des plateformes. Voilà, c'est ça. En fait, ça résout des questions revues, si je puis dire, à l'aune d'une évolution législative, mais fondamentalement, les questions qui se posent en effet au surgissement de la figure de l'auto-entrepreneur tel qu'on le... Enfin, de l'indépendant tel qu'on le raconte aujourd'hui, tel qu'on le perçoit, c'est et ça en fait, que tu cherchais. Oui, tel qu'il émane, parce que pour revenir sur ce que disait François, en 2009, il est évident que les promoteurs, les heureux promoteurs de ce statut n'avaient en aucune façon en tête le surgissement de la plateforme. Ni Uber, ni personne. Pas du tout. C'est en cela que c'est passionnant, parce qu'on a l'impression que, enfin, dans le discours, que d'une certaine façon, ça serait Uber, je dis ça à cause d'ubérisation, qui aurait permis le surgissement ou comment dirais-je, l'attraction de ces personnages non qualifiés alors même que c'est pas vrai, c'est l'inverse. Et c'est en cela que le phénomène est intéressant, parce qu'on oublie dans tout le discours ambiant et les polémiques nécessaires, et François a raison de le souligner, mais on oublie que l'auto-entrepreneur est un régime légal qui existe hors tout, hors sol, oui, hors oui, non, mais on va y aller, bien sûr. Mais tu as parfaitement raison sur le fait de dire l'apparition des facteurs, qu'en 2009, quand moi je deviens auto-entrepreneur en 2009, puisque j'ai eu... Je me souviens. Mais c'est exactement ce que fait François, c'est-à-dire je veux une manière simple de faire des factures et d'avoir un numéro de SIRET et point à la ligne. Mais les clients étaient là, en fait, c'est ça le sujet. Les clients étaient là, simplement c'était la croix et la bannière pour pouvoir facturer soi-même, quoi. Tu étais obligé de passer par... pour les activités que je faisais moi, tu étais obligé de passer par des intermédiaires qui te prenaient 5-10% de commission. Ou faire du portage salarial. C'était très compliqué. Alors on va y aller sur le portage salarial. On va y aller parce que j'ai vu les chiffres là. Je suis très surpris. Non, je suis pas sûr. Non, le portage salarial c'est pareil. François, je ne comprends pas pourquoi tu donnerais une commission à quelqu'un pour émettre une facture à ta place. C'est d'une simplicité biblique. Les outils existent aujourd'hui pour faire des factures et les experts comptables sont là pour t'assurer que tu payes bien les cotisations à qui tu dois les payer. C'est pas moi qu'il faut convaincre. Mais parce que c'est le statut qu'on recherche. Encore une fois, ce contrat de travail à 3, puisque on évoque portage salarial. Portage salarial, c'est un contrat de travail à 3. C'est très mauvais. Et donc on le fait à 3. Et pourquoi on le fait à 3 ? Parce que le mot contrat de travail est très porteur de sécurité dans notre psyché collective. Ça vient de là aussi. Édouard, juste un mot, juste sur ce texte-là, tu ne l'as pas regardé toi non plus. Moi, je ne l'ai pas non plus regardé dans les détails. Par contre, je rejoins vraiment ce que disait François, à savoir que ce qui s'est passé, c'est que la société a énormément progressé ces dernières années. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus prêts à se lancer dans l'auto-entreprise, dans le fait de se mettre à leur compte.
Il y a cette espèce de peur d'entreprendre qui est en train de tomber, ça désinhibe. Par contre, effectivement, au niveau législatif, on n'a pas du tout suivi et on a un monde politique qui continue à prôner le CDI, pour des motivations électoralistes. Alors qu'il y a un décalage qui s'opère vraiment entre la sphère politique et législative et les vrais gens du terrain, de la vraie vie, qui, eux, ont plus peur. Ils ont plus peur. Attends, on va voir ça. Juste un mot, tu fondes quand, Allo Voisin ? 2013. On a déjà parlé ensemble, mais j'ai dû sans doute faire ta première interview télé à l'époque. Ouais, je crois sans doute. Ces eaux-là, ouais. Je me disais, mais c'est pas possible que ça marche, un truc pareil. Ça marchera jamais. Je m'en souviens bien, tu me l'as dit. J'ai oublié. Mais tu vois, je suis pas rancunier. Ah bah oui. Mais l'auto-entrepreneur, il y a des gens... Alors attends, juste, je vais revenir sur quand même cette première loi travail. Un point, moi, qui m'intéresse, parce que c'était dans les promesses du président de la République, c'était les histoires d'assurance chômage. Et donc, il y a un point qui évolue, c'est que tu n'es plus obligé de te déclarer en faillite. Il fallait se déclarer en faillite. Ça a des conséquences, Emmanuel, j'imagine, de se déclarer en faillite. Non, c'est pas anodin comme... C'est pas anodin. On peut avoir des impacts successifs sur des tas d'aspects de sa vie, interdit bancaire. Enfin, voilà, c'est ça. Bon, bref, c'est pas... Donc, tu n'es plus obligé de te déclarer en faillite. Faut justifier de 10 000 € de revenus pendant 1 an et tu as droit à 800 € par mois pendant 6 mois. Voilà, c'est une... Bon, c'est pas le Pérou, comme on dirait. Je suis pas d'accord pour qualifier ce texte de chômage. Absolument pas. C'est un filet de sécurité. C'est l'assurance chômage, c'est l'UNEDIC. Non. Alors, voilà, justement, j'ai un vrai débat. Parce que je pense qu'on qualifie, à mon avis, à tort, ce dispositif de chômage, même s'il est versé par l'UNEDIC. C'est un filet de sécurité de 6 mois, plafonné, très bien. Et c'est plutôt pas mal. Que les conditions aient été assouplies, qu'elles soient un peu moins drastiques, un peu moins... Oui, parce que franchement, là, 10 000 € de revenus pendant 1 an, c'est raisonnable. Elles étaient à conséquences graves, elles ne sont plus, tant mieux. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on masque ou que l'on exprime l'idée que ce dispositif est une assurance. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, ça tombe dans le domaine de ce qu'on appelle la prévoyance en droit du travail. Et en matière de droit du travail, la prévoyance n'existe pas pour les indépendants. Ils n'en ont pas. À part le dispositif Madelin, qui est un dispositif contractuel, déductible de ses impôts, etc., mais qui est un dispositif en fait privé, il n'y a pas de prévoyance. Or, le problème, c'est que je ne voudrais pas qu'on masque la forêt. Le dispositif de chômage tel qu'il est adopté n'est pas du tout un dispositif de chômage. Je ne comprends pas, François. C'est une nuance. Je ne comprends pas la nuance, là, franchement. Parce que lorsqu'il va s'agir de débattre, j'espère dans les prochains mois ou dans les prochaines années, d'un dispositif réel ou d'une protection sociale des indépendants, on va débattre de la prévoyance. Et dans ce domaine, la prévoyance, elle doit couvrir 3 champs au moins: l'accident, la maladie et le chômage. L'indépendant, aujourd'hui, il peut tout à fait cotiser. J'en sais rien. Il peut être indépendant et se mettre en SARL, et à ce moment-là, il cotise à la Sécu tout à fait normalement. Tous les indépendants cotisent. Oui. La question, c'est pourquoi sont-ils couverts ? Tous les indépendants cotisent. Or, une part extrêmement importante des indépendants ont une protection sociale, j'ai envie de dire, minimum. Ils sont soignés. Attends. L'auto-entrepreneur. Oui. Donc c'est 21% aujourd'hui. 22% de charge. 22% de charge. En moyenne. Bon. Avec ça, il a droit à la Sécu comme n'importe quel salarié. Oui, absolument. Sauf que il n'a pas ce qu'on appelle le dispositif de prévoyance. Ça veut dire qu'il est soigné lorsqu'il est malade, mais s'il ne peut pas reprendre son activité parce qu'il ne peut plus travailler, mais il n'a droit à rien. À la différence du salarié, qui lui a droit à une indemnisation de prévoyance. Et il est couvert pendant un temps plus ou moins long, la plupart du temps assez long. Et c'est ce dispositif qui manque. Quand on a un livreur à vélo, il se casse la gueule, il n'y peut rien, il est soigné, bien sûr, et c'est un minimum. Oui, mais si jamais il ne peut plus remonter sur son vélo, il ne peut plus travailler, il ne gagne plus rien. C'est fini, il n'a plus de revenus.
Et ça, c'est ça. Alors qui que est s'il est injuste. salarié, Et il a un revenu. il a un revenu Il a un pendant revenu de remplacement. quelques mois. Il a une quelques années. mais- Quelques années. Bon, du niveau Oui, de- Emmanuel. ça dépend du Et niveau. oui, enfin, D'accord. Enfin bref, il y a un suivi, il y a en effet une indemnisation liée à l'incapacité éventuelle. D'accord. Or, c'est ce que je souhaite, moi, que les indépendants, si on veut les traiter à égalité dans le monde du travail, ou à une pseudo-égalité, une pseudo, je pense qu'il est indispensable que nous travaillions sur la question de la prévoyance. Mais il va falloir qu'il le finance, alors, ce régime Bien de sûr que prévoyance oui, des indépendants. absolument. On est d'accord. Absolument. Mais est-ce Donc qu'ils sont tu passes à de 23 à 25% de charge à ce Je moment-là. passe vraisemblablement aujourd'hui de 22 à très vraisemblablement 25 ou 26. D'accord, c'est ça. Mais ces 25 ou 26, Ça m'intéresse. il la finance, certes, mais en réalité, c'est le consommateur final qui la paye. Ça va être inclus dans la prestation. Oui. Moi, lorsque je me fais livrer en fait un repas et que je paie 2,50 € de livraison, c'est pas parce que je vais payer 2,70 € que ça changera ma vie et que je refuserai. Ouais. Donc en mais je réalité, on est sur un faux débat, mais on est sur un vrai débat économique, social et citoyen. Édouard, Faut-il un mot que cette là-dessus population soit Moi, je trouve protégée. que je partage une nouvelle fois en tout point, parce que je trouve que ça illustre le fait qu'on a beau avancer un peu sur la question de la protection des travailleurs indépendants, on a toujours deux poids, deux mesures, que ça soit en termes de prévoyance, d'assurance chômage, alors on l'appelle assurance chômage ou pas, mais on est toujours sur deux poids, deux mesures. Et moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'en fait, le développement du travail indépendant, à mon sens, c'est le sens de l'histoire, qu'on le veuille ou non, parce que c'est l'intérêt des entreprises et c'est aussi la motivation de plus en plus de gens qui étaient salariés ou qui veulent se mettre à leur compte. C'est le sens de l'histoire. Donc je pense que c'est plutôt au cadre législatif de s'adapter au sens de l'histoire et non l'inverse. Oui, mais attends, regarde. Parce que, alors, non, parce que là, on peut faire porter. Du texte de l'Ancien Monde. On peut faire porter un message, moi, qui m'intéresse beaucoup depuis un bon moment. C'est que, beaucoup de ces indépendants aussi, par exemple, il y a une épidémie de SASU, tu vois, beaucoup de ces indépendants s'immatriculent sur le régime qui va leur permettre, alors encore plus avec les ruptures conventionnelles. Qu'est-ce qu'on a vu là? Donc, rupture conventionnelle, je m'inscris au chômage. Et pendant que je suis au chômage, je monte la petite SASU qui va bien, et je ne me payerai qu'en dividendes, et je touche de tous les côtés, et j'oublie ensuite que la SASU ne va pas me protéger, comme me protégeraient d'autres statuts, URL ou SARL. Si tu veux, si tu réfléchis un peu, et si tu prends le temps de t'intéresser à ton sort en tant qu'indépendant, tu as quand même aujourd'hui les solutions, à partir du moment où tu en payes le prix, les solutions d'être couvert à peu près correctement aujourd'hui. Le moment où on en paye le prix. À partir du moment où on en Mais paye des le gens prix. qui- Mais c'est les indépendants, les premiers qui veulent Oui. pas en payer le prix. Mais ils veulent bien en payer le prix. Le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas les moyens. Il faut se rappeler quand même que la plupart d'entre eux gagnent entre 20 et 30 000 euros par an, même pas. Alors, Et encore, quand tout va très bien. donc on a eu les chiffres. Alors, on a eu les chiffres des plateformes. Là. Oui. Ce qui est quand même un peu. C'est quand même le symbole de moi, ce qui me dérange un Mais peu sous en ce contrôle moment, tu vois. d'Emmanuel, il y a beaucoup de bricolage juridico. Non, attends. Les gars ne se sont pas. Donc, les plateformes sont obligées, de par la loi, d'envoyer au fisc l'ensemble des prestations qu'elles versent à leurs indépendants. Oui. Et les indépendants n'ont pas percuté, là, qu'à un moment, le fisc... Mais oui, mais enfin, les gars, C'est vrai pour les merde. particuliers aussi. Hein. Bien On est sûr. en train de le faire chez le Absolument. voisin. Là. On a jusqu'au Absolument. 31 janvier pour déclarer au fisc l'ensemble des revenus ou des sommes qui ont été touchées par les particuliers, y compris Je sur note les qu'il y a des plateformes. professions qui n'y sont toujours pas soumises. Et donc, qu'est-ce que... Les taxis. Et ben donc l'URSSAF fait son boulot avec le fisc, et donc 90% des... alors je crois que c'est sur les chauffeurs Uber, 90% d'entre eux ont sous-déclaré leur chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Les mecs. 66% des cotisations dues ont été éludées, soit 50 millions d'euros perdus pour le système social. Oui, il faut construire tout ça. On a un problème de recouvrement et c'est tout à fait sérieux, mais en même temps. C'est pas un problème de recouvrement, c'est un problème que les gars, dès le qu'ils peuvent recouvrement, essayer de c'est- frauder un petit peu, ils y vont, quoi. Mais il faut le comparer. Attends, aussi. vas-y, Enfin, Emmanuel. les Attends, Non, mais Emmanuel. certes, enfin, on peut on met en exergue un dysfonctionnement par rapport à la loi, mais qui lui-même attise, amplifie le discours de victimisation sur le thème voilà des gens non protégés. Mais ils sont protégés pour autant qu'ils payent leurs cotisations. Eh ben oui, Donc, voilà. voilà. Et donc, oui, mais on est en train de mettre en place des dispositifs dont on voit bien qu'ils vont se resserrer grâce à l'intelligence artificielle, etc. Il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas dans ce secteur-là pour s'assurer de ce que et pas que les chauffeurs, que les indépendants et tout le monde payent ces charges régulières,
puisque déjà, on pourrait voir un tout petit peu plus clair sur la situation telle qu'elle se présente. Parce que ce n'est pas une bonne raison pour considérer que ce sont du coup ipso facto des salariés. Voilà, parce que je ne voudrais pas que ça alimente ce genre de débat, parce que dans le fond, le plus Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ça participe du débat. Mais bien sûr que si, ils peuvent tous pas les avoir le beurre à l'argent du beurre. C'est-à-dire Non, que mais- tu peux pas. C'est le cas de le dire, pardon. Le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que tu peux pas d'un côté pleurer sur un statut qui n'évolue pas et de l'autre côté pas payer même ce que tu dois payer aux URSSAF. Il y a un défaut peut-être d'information, etc. Mais crois-moi que cette information est en train Ah oui. d'être clarifiée ô combien. Mais puisqu'on en est au dysfonctionnement épars et aux comparaisons et dans le fond à cette évolution que l'on doit nécessairement attendre de notre mécanisme de protection sociale, à côté du droit du travail, c'est le fait que quand on regarde les charges qui pèsent sur le salaire autour du SMIC, ils sont incomparablement plus faibles que ceux qui pèsent sur l'auto-entrepreneur, qui est l'équivalent. Le SMIC. Oui. Oui, au SMIC. Hein. Non, mais le Jusqu'à- SMIC, je parle du jusqu'à un SMIC. SMIC 6. Voilà, oui, jusqu'à un 6. Et, Voilà. et le fameux Haut Comité de financement de la protection sociale des indépendants en septembre 2020 l'a bien rappelé. A bien rappelé qu'il y a une distorsion folle entre le coût et donc le financement qui en fait n'existe pratiquement pas. Enfin, il est très mets, bas si pour tu les mets, parce salariés qu'il y a et pas encore de la pour- part et pas pour les patronale sur le SMIC auto-entrepreneurs. et t'es en dessous des 20. Mais il n'y en a plus Pour le SMIC, justement. il n'y a plus de part Si, il y a encore un peu de part Autour patronale. de- Il y a plus- À combien Ah, je sais plus, mais il y en a encore un peu. Mais quasiment Ah rien. non mais Quasiment rien. Ah, un c'est SMIC 4, inférieur. C'est inférieur. C'est inférieur D'accord. au prix des charges que doivent régulièrement acquitter Tu as les raison. auto-entrepreneurs. Très Donc bonne ça, image. c'est quand même un J'avais pas tout percuté petit ça. sujet Ouais, avant même absolument. d'élaborer des châteaux en Espagne. C'est-à-dire Absolument. On commence à se dire, bon, effectivement, c'est presque un avantage, pardonnez-moi, de mettre tout le monde au SMIC. Ouais. Ça coûte moins cher pour la fameuse entreprise qui, soi-disant, contourne les charges. Je pense que ce point est important, Ouais. que le raisonnement à l'avenir puisse être bâti sur des fonds baptismaux clairs. Parce que là, pour le moment, ça ne l'est pas. Édouard, tu veux rajouter un mot là-dessus? Bah, moi, ce que je disais quand j'entendais les chiffres tout à l'heure, je dis deux choses. Je dis que déjà, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser les indépendants en disant, bah voilà, ce sont les populations qui vont pas déclarer. Mais bon Dieu, quand tu as 90% d'entre eux qui sous-déclarent, tu peux commencer à stigmatiser un peu quand Oui, même, ok, non? mais- Enfin, je veux dire, c'est Non, mais- pas- Ok, ce que- Moi, je les adore, hein, j'en fais partie. Ce que je veux dire, mais, c'est mais qu'il y a- quand même, les il y a- mecs, Il y a quoi. deux façons de voir les choses. Le travail dissimulé, le travail non déclaré, etc., ça a toujours existé. Ça a toujours été un sport national, suivant les régions, les pays, les professions, etc., etc. Avec ce dispositif, malgré tout, on est en train de réguler, de cadrer, de vouloir protéger, etc. Je pense qu'il faut voir le côté vertueux des choses. Alors certes, il faut davantage de contrôle, il faut davantage d'accompagnement, mais je pense qu'il ne faut pas non plus stigmatiser ces gens-là qui n'ont pas non plus nécessairement encore acquis... François, attends, non, j'ai une question précise. Non, mais ce qui me François. gêne dans ce Non, débat, j'ai une question. c'est qu'à force Non, de dire il y a non, 90% non, j'ai une qui question. ne payent pas, voilà. À la base de ta réflexion, de Oui. votre réflexion, Oui. il y a la confiance. Il y a l'idée qu'en fait, parce que tu vois le statut de l'auto-entrepreneur, la façon dont aujourd'hui encore tu crées ton entreprise en... Combien de clics tu les avais comptés à une époque? 12 clics, voilà. 12 clics. C'est formidable, ça marche remarquablement bien. L'autodéclaration, il y a la confiance. L'autoliquidation des Voilà, charges. l'autoliquidation des charges, etc. Il y a la confiance. Mhm. Est-ce que tu restes persuadé aujourd'hui, et on peut parler aussi des entreprises, parce que histoire vécue, vous en avez tous autour de vous, je pense que Édouard, tu en as aussi. Aujourd'hui, dans un certain nombre de secteurs, tiens, publicité par exemple, des gamins qui ont fini leurs 5 ans d'études, oui, vous pouvez rentrer dans une grande agence, mais vous serez auto-entrepreneur. Voilà, vous serez auto-entrepreneur avec une sorte de volume d'activité garanti. Mais c'est comme ça que ça va se passer, les amis. Bon, et les gars, ils vont. Est-ce que tu es sûr qu'on peut bâtir ce système? Donc, des deux côtés, quand même, ça... Moi, je Sur la vais confiance. dire 3 choses vite. Vas-y. La première, c'est que si jamais on peut pas durablement dans un pays expliquer que tout travailleur indépendant ou que tout entrepreneur est un fraudeur et qui s'ignore. Qui ne s'ignore pas. Ça marche pas. Or, à chaque fois, on nous ressort ça, etc. Deuxièmement, je veux bien faire le pari qu'à la course à la fraude, je suis pas sûr que ça soit l'auto-entrepreneur qui gagne. Ouais, je suis tout à Je fait suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas très sûr. Bon, il y en a d'autres. Et puis, quand on va comparer aussi les montants, là, je suis sûr alors là, il perd. Il perd à tous les coups, puis il y a plat de couture. Bon. Donc, en réalité, c'est un faux sujet. La vraie question, Emmanuel tutoie la question, parce qu'en fait, elle l'a dit, effleuré, c'est que je ne voudrais pas que ce 90% brandi nous fasse dire à certains, bah finalement, il y a beaucoup plus simple, on n'a qu'à les salarier tous.
Et puis comme ça, la cause, elle sera entendue. Ouais. Et c'est ça le risque. Alors, Donc je ne vais pas participer à ce débat qui en fait consiste à dire je brocarde des gens parce qu'ils sous-déclarent. D'abord, je suis pas très François, sûr qu'ils sont attends. 90%. Alors allons-y justement. Je veux parler de ça. Là, donc, le nouveau truc qui explose, là, c'est le quick commerce. C'est les gars, les livraisons en 15 minutes. Bah oui. Voilà. Et là, en fait, le salariat est finalement la norme. Donc Just Eat a embauché 4500 personnes là, en CDI d'un coup. Flink, Gorillaz... D'un coup, ils ont du mal. Hein. Enfin, il y a eu quelques articles dans la presse pour dire, oh là là, on n'y est pas encore, aux 4500. Oui. Bah, c'est pas d'un coup. Non, mais le mot d'un coup, pardon. Absolument. Flink, Gorillaz veulent aussi des gars en CDI. Bien sûr. Qu'est-ce que ça vous dit sur cette évolution? Moi, je pense qu'en Vas-y, fait, Édouard. la vraie question de fond, c'est, on voit, François disait tout à l'heure, à l'origine, il y avait 1500 inscriptions par jour, on est à 3000, 3005 aujourd'hui. Statut de l'auto-entrepreneur. Voilà. Pourquoi ça se développe? C'est ça la question de fond. Pourquoi est-ce que ça progresse? En fait, pour deux raisons. Parce que l'entreprise, en fait, aujourd'hui, est en train d'évoluer. Les entreprises vont privilégier le salariat et notamment le CDI pour toutes les fonctions dites stratégiques. Alors, une fonction stratégique, ça ne veut pas nécessairement dire une fonction de direction générale, de cadre dirigeant, etc. Ça peut être une fonction de développeur informatique chez Allo Voisin, c'est une fonction stratégique. Nous, on les salarie. C'est évident. Un livreur, ça peut être une fonction stratégique, par exemple, pour un Just Eat. Donc, on va les salarier. Mais il faut comprendre qu'il y a une telle... le droit du travail est tellement complexe et rigide en France qu'effectivement, c'est pas simple d'avoir de la flexibilité. Donc, l'entreprise va privilégier le salariat pour tout ce qui va être stratégique et pour le reste, va privilégier la flexibilité. Donc, ça va être du CDD, ça va être de l'intérim et ça va être de l'auto-entreprise, par exemple. Et en face... on a des gens qui sont salariés, qui sont de plus en plus animés par la question du sens. Pourquoi je me lève le matin? Avant, c'était je me lève pour combien? Aujourd'hui, c'est je me lève pour quoi? Alors, il y a le pour combien aussi, hein, mais c'est aussi la question du sens. Et la question du sens, nous, on le voit chez Allo Voisin, on a des tas de gens qui quittent leur job pour faire du Allo Voisin, pour se mettre auto-entrepreneur et prendre les rênes de leur vie professionnelle parce qu'ils y trouvent du sens. Et donc, ces populations-là se rejoignent. Finalement, on a les entreprises qui disent, moi, le CDI, c'est plus la panacée, c'est plus la réponse universelle. On a des jeunes qui sortent d'école, etc., qui disent, moi, c'est pas forcément ce que je vise à tout prix, ou alors qui quittent leur fonction salariée après X années pour se mettre à leur compte, et ces gens-là se rejoignent. C'est pour ça que ça progresse. Et à partir de là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut arrêter de stigmatiser ces gens-là, il faut au contraire prendre acte et encourager le mouvement. Non, mais toujours arrêter de stigmatiser. Mais donc 3 millions d'indépendants, c'est ça le chiffre? Aujourd'hui, 3,6 millions. 3,6 millions aujourd'hui. 600 000 indépendants, dont 2,6 millions auto-entrepreneurs. 2,6 millions auto-entrepreneurs. Et ça grossit tous les jours. Ouais. Alors là aussi, ça va t'énerver, François, mais enfin bon, voilà, faut donner les chiffres. Bah oui, c'est l'autre truc après la fraude. C'est 18% d'entre eux sous le seuil de pauvreté et 27% d'entre eux qui touchent des revenus d'activité annuels inférieurs à 50% du SMIC net. Voilà. Parmi la population, parmi nos 2,6 millions, en gros, il y en a 1 million qui exercent à titre exclusif, qui ne font que ça et qui n'ont pas d'autres revenus. Ouais. Ceux-là avoisinent le plafond. Il y en a 1,6 million qui exercent à titre complémentaire d'une autre activité, d'un autre revenu, d'un autre truc. Ils sont salariés, ils sont demandeurs d'emploi, ils sont retraités, ils sont étudiants, ils sont machins, ils sont trucs et bidules. Et ceux-là, évidemment, n'y consacrent que 5, 10, 15% de leur temps. Et évidemment, quand on fait la moyenne, il y en a qui gagnent beaucoup, il y en a qui gagnent moins. Non, oui, mais le chiffre, le boulot de l'INSEE, qui est très intéressant, prend ça en compte. Quand il dit 27% touchent des revenus d'activité annuels inférieurs à 50% du SMIC net, ça ne veut pas dire qu'ils sont sous le seuil de pauvreté, parce qu'effectivement, d'activité, ils peuvent avoir d'autres revenus, et puis surtout... Ils sont retraités. Non, ils peuvent avoir d'autres revenus. Voilà, ils peuvent être salariés par ailleurs. Ça, c'est le revenu d'activité. Oui, revenu d'activité. En tant qu'auto-entrepreneur. Oui, tu vois ce que je veux dire. Mais les 18% qui sont sous le seuil de pauvreté, ils sont sous le seuil de pauvreté, ceux-là. Voilà. Oui, mais ceux-là, ils y étaient avant. Ils y étaient avant, et ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autres revenus, ils n'avaient pas d'autres sources de revenus, qui font un tout petit peu de travail indépendant en plus, et qu'ils essaient...
de s'en sortir comme de ça. s'en sortir. Donc en réalité, Ouais, ok. c'est C'est pas le statut qui Mais c'est est pas le responsable de statut. ça. Voilà. Emmanuel. Il y a une donnée qui manque et qui serait intéressant de vérifier qu'elle est vraiment en regard de ces données-là, c'est de savoir si c'est un temps plein, le fameux temps plein qui est dans notre psyché, celle du CDI temps plein. C'est-à-dire quand je dis que je suis à temps plein et que je gagne, je sais pas quoi, 50% du SMIC ou que sais-je, là c'est choquant, quel que soit le statut. D'accord. Mais on ne Je sait comprends. pas. Oui, On tu ne as sait raison. pas quelle est la. Or, moi, j'ai d'autres statistiques sur le temps consacré aux plateformes, et là, je me fonde sur des statistiques de l'Union européenne, car l'Union européenne est entrée dans la danse ces derniers mois dans ces sujets-là et propose des statistiques européennes. Et ce qu'elle dit au sujet du temps de travail, du temps de travail, si je puis dire, c'est qu'elle recense que la moyenne, alors Dieu seul sait ce que ça veut dire, mais la moyenne, c'est 12,6 heures par semaine de travail sur ces plateformes. Donc 12,6 heures. Donc on est très 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 loin de 35 heures, même si on prend nos 35 heures à nous. Donc Ouais, bien sûr. je ne sais plus de quoi on parle. C'est pas les chiffres d'Uber, parce que Uber disait, alors pour le Moi, coup, je c'est parle pas des d'Uber, je parle de la Oui, Commission parce que européenne. les Et chiffres je parle des d'Uber- 500 plateformes Les chiffres d'Uber en européennes. France, c'est très intéressant parce que ça va dans votre sens. Hein. C'est 42 heures de travail, donc en moyenne, pour 1400 € net par mois. Donc on est sur quelque chose qui est effectivement tout à fait comparable à ce que pourrait toucher un salarié dans la même situation. Quoi. Oui, absolument. un peu de choses. Oui. Absolument. Oui, oui, un peu de Donc choses près. attention avec les statistiques qui sont là de dire des choses précisément, mais le problème c'est le dessin global dans lequel s'inscrivent ces données. Donc la réalité c'est que sur ces plateformes, Uber ou toutes les autres, parce qu'encore une fois, on ne peut pas parler d'Uber comme si c'était la seule et unique forme. Oui, mais c'est elle qui donne des chiffres. Là, en l'occurrence, ils ont donné des chiffres précis. C'était très intéressant. Oui, mais moi qui en connais d'autres, de chiffres de plateforme, on voit bien que le temps plein à l'ancienne, celle de la civilisation de l'usine, 9h, 5h, avec 20 minutes de pause, etc., et le déjeuner, c'est plus des temps qui s'y trouvent. Et on trouve rarement des temps genre 65 heures par semaine. Oui, mais C'est plutôt en deçà. ceux qui très travaillent. en deçà. Oui, mais est-ce qu'ils n'aimeraient pas travailler plus, justement, ceux qui travaillent en deçà de l'ensemble de ces temps? Mais ils peuvent le faire. En principe, la règle est qu'ils peuvent le faire, puisque c'est à eux. Alors, c'est là où on ne sait plus de quoi on parle. Si l'idée est telle qu'elle résulte de ce que l'on peut lire et de ce que l'on peut voir, qu'il appartient à celui qui est donc l'indépendant qui se propose à rendre un service, c'est à lui qu'il appartient de rendre le service et donc d'accepter ou pas. C'est toujours cette idée. Donc, de deux choses l'une. Ou bien c'est pour de faux ce qu'on se raconte et qu'en fait, c'est l'employeur qui, en réalité, alloue du travail rare, entre quelques-uns, et qu'il y en a plein avec leur chapeau qui attendent. Absolument. Ou bien, on peut imaginer, ou pourquoi ne serait-ce pas pareillement l'hypothèse où, dans le fond, c'est moi qui dis que non, moi, là, j'ai 2 heures, je veux bien faire 2 heures, mais d'abord, je vais après, dans 2 heures, sur la plateforme d'en face, et puis cet après-midi, j'ai autre chose à faire. Et donc, Ouais, du coup, non, on mais n'est très plus bien. tout à fait dans le même sujet. Ce Et on qui les revient amènerait à ce que d'ailleurs vous à disiez, refuser c'est le que CDI à moi... ce moment-là. Mais bien sûr, Mais bien parce sûr. que le jour où on aura requalifié tout ça, alors là, on rigolera plus. Ah, tout à Effectivement, fait. les fameux 15 minutes, là, j'aurai un planning avec Dupont-Durand, etc., de 9 Tout à fait. à 18 heures, et il ne s'agit pas de rater le slot. Exactement. Or, on n'est pas en train de parler de ça. Ou alors, si on parle de ça, alors là, pour le coup, il n'y a pas besoin de se fatiguer et de se dire, oui, en effet, c'est pas bien. Mais si d'aventure, c'est vraiment ce qu'on peut lire au gré des jurisprudences, moi, c'est mon boulot de lire les jurisprudences, que véritablement, celui-ci n'a pas de clause d'exclusivité, que celui-ci peut dire oui ou non, que celui-ci y va ou pas, et qu'il n'y a pas d'horaire cohérent, si je puis dire, sur une période de temps, que voulez-vous que je vous dise ? On marque une pause, les amis. On se retrouve dans un tout petit instant. On repart, les amis, on repart. Donc, alors, on repart avec Édouard. Tu as une idée saugrenue de donner un numéro de SIRET, c'est ça, à tous les citoyens quand ils ont 18 ans. Absolument, d'attribuer automatiquement un numéro de SIRET à tous les citoyens qui ont l'âge de 18 ans, comme on leur donne un numéro de sécu. Et l'idée, c'est de libérer les initiatives et de dire tous auto-entrepreneurs. Et c'est quoi la motivation derrière ça ? La motivation, elle est multiple. D'une part, c'est de dire aux gens... Donc attends, numéro de SIRET, mais parce que numéro de SIRET, ça voudrait dire que son entreprise est prête, en fait. Voilà, il lui suffit juste de cliquer. Et 11 clics manquants. Voilà, non, même pas 11, il a déjà le numéro de SIRET, voilà, donc c'est pour ça que j'imagine qu'il y en a encore moins, là. Voilà. Sur 12, il en resterait 11. Voilà. Ouais, voilà. Mais en tout cas, de libéraliser l'initiative et de dire, voilà, un étudiant qui est, par exemple, je sais pas, moi, qui est en train de devenir paysagiste, c'est de lui dire, le week-end, justement, fais tes 12 heures d'auto-entreprise et puis fais-les de manière structurée, ponds des factures. Celui qui est étudiant en informatique, de lui dire, voilà, fais des sites web, fais des
des applis mobiles. Moi, je vois bien les salariés chez le voisin, j'en ai quelques-uns qui sont assez jeunes, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, ils sont salariés chez moi, mais le week-end, ils produisent des factures, ils sont auto-entrepreneurs, ils font des sites, des applis mobiles. Ça leur donne un niveau de maturité. Ils ont 20, 22 ans, enfin, ils sont un peu plus âgés chez moi, mais enfin, ils produisent des factures. Je trouve ça assez remarquable. Ça casse un peu le mythe de l'entreprise. Ça encourage l'initiative. Vous disiez tout à l'heure que les gens qui s'adonnent à cette activité à temps plein, donc à peu près 1 million de personnes, ils sont tous au seuil. Ces gens qui sont au seuil, demain, c'est des gens qui vont basculer sur de la structure plus conséquente, de la SARL, enfin de l'entreprise, qui vont eux-mêmes créer de la richesse, qui vont créer des emplois. C'est un cercle extrêmement vertueux. Et moi, j'y vois aussi un autre avantage, c'est que en France, moi je dis souvent, on a un problème, c'est que on déteste les gens qui réussissent, mais on ne supporte pas ceux qui échouent. Vous le disiez tout à l'heure, quand on plante une boîte, après c'est interdit bancaire. Je crois que c'est moins vrai, ça. Alors d'abord, l'interdit bancaire, c'est fini. C'est quand même excessivement... C'est quand même encore dans les mœurs, c'est de dire, planter une boîte, il y a la pression de réussir économiquement, etc. Mais il y a aussi la pression sociale de dire... Comment ça va se passer? Et moi, je pense qu'il faut absolument réconcilier tout le monde par rapport à ça et de dire, voilà, on met tout le monde sur un pied d'égalité, on attribue un numéro de SIRET, on encourage les initiatives, quel que soit le domaine d'activité. Je pense que ça va réconcilier les gens avec le succès, avec l'échec, ça va encourager l'initiative, ça va créer des boîtes demain qui vont même créer des emplois. Moi, j'y vois énormément d'effets positifs. Qu'est-ce que tu en penses, François, de cette idée? C'est intéressant. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Spontanément, j'ai envie de dire, je suis évidemment pour. Évidemment pour. Je vais mettre même si c'est un gadget avec lequel les gars vont jouer, quoi. Vas-y. Alors, je vais mettre 2 petites réserves. La première, c'est que je ne voudrais pas que l'on imagine, comme certains se plaisent à nous le rappeler, que le régime de l'auto-entrepreneur, c'est un machin à part des autres régimes entrepreneuriaux. Parce que finalement, on crée une exception. Mais c'est une première marche. Et pour beaucoup, c'est une exception. Et donc, puisque c'est une exception, imaginons qu'elle ne soit qu'à durée limitée. Et ce sont tous les tenants que nous entendons en permanence, de gens qui disent qu'il faut limiter à 3 ans le régime de l'auto-entrepreneur, limiter à ci, limiter à ça. On veut le caper dans tous les sens. Donc j'ai envie de dire, je suis pour, mais avec ces petites réserves-là. La deuxième, c'est que si jamais on fait ça, alors là, la statistique va être franchement brouillée. Parce qu'entre tous ceux qui auront un numéro SIRET, bien sûr, et tous ceux qui travailleront pas, qui factureront... On s'en fout de la statistique, François. Ah ben non, la preuve que non. Elle intéresse que toi, la statistique. Non, parce que le premier argument que tu donnes, c'est qu'il y en a 18% qui sont sous... C'est pas le premier argument que j'ai donné, non, je l'ai signalé comme ça en passant. Non, voilà. Mais la statistique est utile pour savoir qui travaille comment. L'INSEE trouvera bien un moyen de... Peut-être. Mais alors ça c'est mon deuxième point. Ensuite, le troisième point, je suis évidemment pour spontanément, avec encore l'idée qu'on va lui donner un numéro SIRET. Oui, mais après ça, il va falloir qu'il s'inscrive. Il va falloir qu'à un moment donné, il dise ce qu'il veut faire, s'il a des enfants, il le fait où, etc. Donc, on va lui reposer quand même les mêmes questions. Donc, il aura un numéro SIRET, chic, bravo, mais on va lui reposer aussi en fait plein d'autres choses. Est-ce que c'est utile de lui donner un numéro SIRET tout de suite? Pourquoi pas? Et tu vois, il n'est pas fan de ton truc. Non, je suis pas. Non, moi j'ai trouvé une image en gros. En revanche, là où tout le monde fait du vélo, et puis certains deviendront coureurs cyclistes, tu vois. Mais au moins tout le monde fait du vélo, quoi. Là où je suis fan, c'est l'idée que on peut élargir assez sensiblement la cible de ceux qui peuvent travailler. Exemple, on pourrait imaginer, grâce à ça, que celui qui, un peu par hasard et fortuitement, il est étudiant, il a 18 ans, il veut tondre une pelouse, il peut gagner 20 balles ou 30, il peut le faire. Exactement. Et il le fait dans la légalité. Aujourd'hui, la plupart le font, mais comme ça. Et on le sait tous. Donc en réalité, ça couvrira ce champ-là. Et après, le fait de dire qu'attribuer un numéro de SIRET à 100% de ces jeunes de 18 ans, imaginez que 100% des jeunes vont exploiter bien sûr que non. Cette opportunité, c'est utopiste. Bien sûr. Personne n'y croit, et moi le premier. En revanche, si on a déjà 10,
15% des jeunes qui mettent le pied à l'étrier. Et parce que moi, je ne le vois pas comme un régime d'exception, je le vois plus comme le premier barreau de l'échelle, qui permet éventuellement d'en monter d'autres, et puis demain de créer de plus en plus d'entreprises, etc. Donc c'est un moyen de progresser en limitant les risques, en limitant les investissements. C'est quand même un dispositif qui est formidable. Emmanuel, Oui, attends, alors, Emmanuel. moi, sur ce point-là, je trouve l'idée évidemment intéressante, mais elle touche obligatoirement quelque chose qu'il faudrait vraiment changer à l'école. C'est justement l'enseignement de l'économie et de l'entrepreneuriat. Oula. Et oui, mais parce que si vous donnez aujourd'hui, demain matin, le ticket SIRET à la sortie à 18 ans, je regarde ça et moi je ne sais même pas vaguement ce que c'est qu'une entreprise. Déjà, donc alors. Mais si, Emmanuel, non, ils savent. Écoute, parce que les gars autour d'eux en font. Oui, non, mais ils savent. Non, mais là, tu parles d'une. Là, c'est pas vrai. Tu parles d'une certaine catégorie de gens qui sont plus ou moins, j'allais dire, dans le mood, parce que familialement, parce que ceci, cela, parce que il y a des tas de raisons d'être informés, etc. Mais globalement, il faudrait que ce soit vaguement intégré quand même à notre cursus de formation où encore une fois... je reviens sur Uber, mais Uber, premier employeur de Seine-Saint-Denis. Donc, même dans des endroits où peut-être que tu n'imagines pas qu'il y a une culture économique profonde, ça y est, ils savent très bien ce que c'est que de bosser, d'émettre une facture. Non, mais c'est juste sur la perception de l'entreprise. Non, c'est juste sur la perception de l'entreprise. Oui, mais la perception de l'entreprise, ça serait pas mal qu'elle soit davantage intégrée quand même dans le cursus scolaire et universitaire. Et là, ce que je trouve génial avec l'idée d'Édouard, c'est que c'est l'État, d'une certaine manière, qui dit « Mais oui, mon vieux, vas-y ». Voilà, t'as 18 ans, tiens, il y a ça, c'est une porte d'entrée vers quelque chose, un monde radicalement nouveau, voilà. Et comme lutte contre le travail au noir pour les petits jobs, depuis la babysitter en passant par la tonte du jardin, c'est intéressant, ça donnera un numéro de sécu, l'État prend soin de toi, t'as un numéro de SIRET, tu dois prendre un peu de risque aussi pour nourrir tout ça. Il y a deux choses, et puis je vais mettre un peu les pieds dans le plat Uber. Pourquoi est-ce qu'on arrive à des chiffres de 90% de gens qui ne déclarent pas ? La question est assez simple. On le sait tous. Parce qu'ils n'avaient pas compris que Uber remontait au fisc. Non, parce que la voiture tourne 24/24, mais qu'il n'y a qu'un seul driver inscrit. C'est tout le problème. Ah, oui. Mais bien sûr que c'est ça. Oui, bah oui, alors non, c'est pas un problème. Pourquoi c'est un problème ? Uber sait que la voiture tourne. Et alors, c'est pas un... Donc il déclare. Il déclare non, il ne peut pas déclarer une voiture qui tourne 24/24, c'est pas possible. Mais non, parce que c'est réglementé, c'est une profession réglementée. Attention, c'est pas Uber Pop, la fameuse activité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour revenir à une autre proposition qui, je pense, devrait faire sens dans notre pays, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait permettre aux indépendants, aux tout petits indépendants, de travailler ensemble. Oui. Et ça, on ne sait pas le faire. Il n'y a aucun dispositif juridique. Raconte-moi ça, alors, par exemple. D'abord, quand on est un indépendant, et surtout quand on est un auto-entrepreneur, on est tout seul. Ouais. On est tout seul, alors sa zone de chalandise, c'est ses voisins, son immeuble et ses copains. Et c'est 10 doigts. Hein, et c'est 10 doigts, c'est vrai. Non, alors vas-y, dis-moi ce que c'est quoi un regroupement. Et au-delà de ça, il faudrait permettre à des indépendants qui ont des activités ultra complémentaires de travailler ensemble, en construisant des structures juridiques qui ne soient pas le groupement d'intérêt économique dont on sait pertinemment qu'il est une usine à gaz et qui ne marchera jamais pour eux. Donc en réalité, c'est leur permettre de faire des formes d'association d'indépendants pour justement répondre à des demandes contractuelles. C'est extrêmement important parce que je pense qu'il y a des vraies demandes. Il reste le temps tourne très vite. Il y a un vrai besoin là-dessus. Nous, on le voit juste en une phrase, on le voit sur Allo Voisin avec tous nos auto-entrepreneurs. Ils ne peuvent pas répondre à l'ensemble des demandes qui leur sont faites, ou alors ils sont... celui qui est électricien, à un moment donné, il a aussi besoin d'un plombier. Et là, il dit, mais j'ai pas le plombier, donc du coup, je ne peux pas prendre le chantier, ou je ne peux pas servir mon client comme je voudrais. Et voilà. Et c'est un vrai problème. Et après, il y a aussi la dimension de la solitude de l'entrepreneur, parce que ce sont des entrepreneurs. Et c'est vrai que le fait de les mettre en relation, de les mettre en réseau, et c'est vrai, on ne sait pas le faire.
Et il y a un besoin, il y a un vrai besoin par rapport à ça. Les juristes réfléchissent à ça. Encore un truc supplémentaire. C'est vrai qu'on n'en avait pas assez. T'avais pas assez de Et boulot. c'est vrai qu'il fallait T'avais pas assez de boulot. Et les plateformes. Attendez, parce que je voudrais qu'on parle quand même, mais le quart d'heure qui reste, sur l'entreprise classique et la façon dont aujourd'hui, alors il se trouve que j'anime avec une plateforme qui s'appelle freelance.com un cercle de, soit des acheteurs, soit des responsables ressources humaines de grandes entreprises qui s'interrogent sur l'open talent, c'est comme ça qu'on l'appelle, et sur la façon dont on agrège des talents extérieurs au gré des missions. Emmanuel, tu es venu discuter avec nous pendant une matinée. Comment est-ce que tu perçois ce mouvement-là ? Je crois qu'il y en a une page entière dans les Échos d'ailleurs aujourd'hui, quelque chose qui se passe. L'INSEE continue à dire que non, en fait, c'est pas si significatif que ça. Et pourtant, on voit bien que les grandes entreprises sont très intéressées par l'ensemble de ces dispositifs, que ce soit d'ailleurs pour gérer leur propre sureffectif en interne parfois et donner des portes de sortie passionnantes à des gens dont on ne sait plus trop quoi faire, soit pour agréger des talents au fur et à mesure des missions qu'elles ont à leur confier. Oui, il n'y a aucun doute que en parallèle finalement du secteur de la mobilité, qui rejoint les VTC et voilà. raison. De l'autre côté, alors c'est pas, dans un autre côté, on a des plateformes de mise en relation autour de la figure du freelance. Et ce sont des gens qui sont davantage orientés vers des activités à forte valeur ajoutée intellectuelle et technique, essentiellement technique. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme d'habitude, le phénomène du numérique ne vient pas créer véritablement ex nihilo un phénomène, il l'amplifie. Et dans le secteur notamment de la technologie, des jobs, enfin des missions qui tournent autour justement de l'introduction de la technologie chez autrui en plus, ce sont des personnes qui depuis très longtemps ne rêvaient plus du CDI 9h-5h. Depuis très longtemps, ça fait au moins 10-15 ans. Donc on a eu les ESN qui se sont développés, etc. Et lesquelles ESN elles-mêmes avaient du mal à étoffer leurs équipes parce que ces sachants-là, un peu jaloux de leur savoir, se disent qu'il n'y a pas de raison de se consacrer chez un seul client et que pour l'intérêt même du boulot, c'est Mais c'est ça, c'est l'intérêt du boulot en fait. En réalité, là pour le coup, l'initiative et l'imputabilité, à la différence peut-être d'autres secteurs, vient véritablement des acteurs, c'est-à-dire de ces gens-là qui ne sont plus employables sous CDI en quelque sorte, pour faire résumer. Et donc, le surgissement du numérique et des plateformes en ce sens, avec cette collection de clients et de missions potentielles ainsi proposées, leur rend la vie formidable. Et ça, c'est du côté du pourvoyeur de services. Donc, il est, lui, très favorablement intéressé par ce statut et par, dans le fond, tout ce que vous indiquiez autour de ce que recherche le sens, etc. Et ce que recherche maintenant la place du travail dans la construction d'une vie, et notamment pour ces personnes-là qui peuvent vendre leurs services en plus cher. Ouais, c'est un élément très important aussi dans notre présentation. Mais peut-être moins important que le défi. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est un nouveau défi technique à relever, et en plus, ça les ou un nouveau défi de création à relever, et ça les éclate. C'est l'idée de s'investir pleinement dans une mission qui ne dure pas 100 ans, mais parce qu'il y a un début, une fin, un objectif, et puis en plus, ça leur donne une richesse d'expérience formidable, et cela permet d'attiser par surcroît leurs prétentions financières, ce qui est très bon pour le business personnel. De l'autre côté, les entreprises, ce sont les clientes, et les clientes, elles se sont trouvées confrontées avec le temps, d'une part, à la raréfaction de ces salariés-là, puisque je viens d'expliquer le phénomène, et d'autre part, se sont trouvées intéressées, finalement, effectivement, à ce développement de création et de proposition de missions, puisque ce sont elles, les entreprises, qui désormais fournissent et proposent ces missions techniques ou de recherche ou de missions même parfois à vocation artistique, mais enfin en tout cas sous forme de missions, c'est-à-dire one shot en quelque sorte. Ouais. Et donc forcément ça marche du tonnerre en quelque sorte. Alors évidemment quand on est une très grande entreprise, on a plein de missions et on a c'est pas l'indépendant qui va permettre de résoudre toutes les questions. Et donc, on voit, en effet, on assiste à quelque chose, à un phénomène, effectivement, où c'est pas un indépendant, c'est 2, c'est 10, c'est 15, exactement. etc. Et donc,
forcément, là se pose la question du fonctionnement et des rapports entre l'entreprise et chacun. En effet, vous soulignez, messieurs, le caractère individuel. Il est tout seul. Et donc, comme il est tout seul, il n'est pas un collectif. Et s'il n'est pas un collectif, il n'est justement pas salarié d'entreprise. Et donc, c'est là où on rentre dans le complexe. Un truc passionnant. Et c'est passionnant parce qu'à la fois, pour moi, c'est vraiment l'illustration de notre époque. C'est-à-dire, c'est une individualisation folle, mais en même temps dans l'envie de faire quelque chose. Oui, mais Emmanuel, il y a quand même quelque chose de. Il se trouve que c'est un grand patron qui m'a dit ça il y a 2 jours. Je lui fais confiance. Il me dit, donc social-démocrate, tradition de gauche et tout. Ils sont pas tant que ça, donc vous allez peut-être pouvoir l'identifier. Il me dit, faut pas oublier qu'au début de l'ère industrielle, les patrons ont d'abord cherché à maintenir les ouvriers, notamment les ouvrières, chez elles. On a porté le tissu. Il ne faut surtout pas qu'elles se regroupent, parce que c'est si elles se regroupent qu'on va commencer à avoir des problèmes. Tu vois où je veux en venir? Oui. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que, justement... Je ne connaissais pas cette... C'est intéressant. Intéressant. Il ne faudrait pas que, justement... Moi, je connaissais la passion des patrons pour obtenir le salariat, précisément, en rentrant dans le code du travail, pour les avoir sous la main, etc. Parce que le problème de l'indépendant, c'est qu'il s'en va. Oui, mais au milieu du 19e siècle, quand tu n'as pas encore de syndicats, etc. et tout, non, mais surtout, maintenons-les justement un peu isolés, un peu chez eux, un peu, etc. Et ça va tourner beaucoup mieux. Et on voit bien, là, le phénomène, façon, la réflexion qu'on peut avoir, très intéressante sur la façon dont tout ça pourrait évoluer et dont on pourrait arrêter, c'est le mot qu'il employait, qu'on pourrait arrêter de faire société. Il dit, pour moi, c'est important dans l'entreprise de faire société. Et oui, c'est le problème des collectifs. Et alors, à cela s'ajoute tout simplement le télétravail massif, exactement, dont on parlait il y a 1 an, il y a 2 ans, et dont on parle encore, et dont on reparlera nécessairement. Là, pour le coup, la cohésion sociale est un vrai sujet, et il n'y a pas besoin de mobiliser la figure de l'indépendant pour se poser la question. On est confronté à ce que tu évoques là, et ce, dans l'univers du salariat. Donc, c'est encore plus intéressant en termes d'évolution. Challenging. Et alors, d'un côté, on a la communauté salariée qui a des sujets vis-à-vis de cette cohésion compte tenu du télétravail et des frontières avec le travail isolé ou pas. Puis de l'autre côté, du côté des plateformes, par exemple, on a inventé, c'est la voie française, l'idée d'un dialogue social raffermi entre tous ces participants qui sont indépendants en quelque sorte pour discuter avec les plateformes. Donc on voit bien que c'est toujours les mêmes outils en quelque sorte de comment faire en sorte de créer des collectifs, fussent-ils indépendants à la base. Alors Bruno Mettling, l'ancien DRH d'Orange, a été chargé d'un rapport et puis même il a rédigé un amendement sur justement le statut et la façon dont le dialogue social pourrait évoluer dans ce qu'on vient de décrire. Et lui dit, il ne faut surtout pas de tiers-statut, surtout pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Ça, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord, entre le salarié et l'indépendant, surtout pas de tiers-statut. Et il faut en fait que ces indépendants eux-mêmes créent leur propre structure syndicale et leur propre structure de dialogue. François, comment est-ce que tu vois cette question qui me semble centrale là dans les 5 minutes qui nous restent? Le tiers-statut, évidemment, ça c'est non. La vraie question, et ce que je ne souhaiterais pas moi, c'est que on crée un régime d'exception de plus ou une exception de plus. En réalité, la difficulté, c'est qu'on va s'adresser à une population d'indépendants à qui l'on va dire on va vous organiser, on va faire des élections, vous allez faire un dialogue social, etc. Bravo, bravo. Mais ces indépendants, allez, tout mouillés, ils sont 100 000. Ils sont 100 000. Ouais. Il y en a 2 600 000 autres. La vraie question... Mais pourquoi ces indépendants, mais ça peut aussi concerner tes auto-entrepreneurs aujourd'hui. Le texte prévoit que ça ne se limite qu'aux indépendants de la mobilité et qu'aux travailleurs des plateformes. C'est ça que je regrette. Donc je suis pour si c'est... On a mis un coin dans la porte mais et pas ça si poussera. Voilà, je suis contre si ça devient un régime spécial qui, dans 20 ans, on nous dira mais comment on va détricoter ce machin parce qu'en fait, on ne peut pas y arriver alors qu'il faudra recréer des élections partout ailleurs. Parce que la vraie question, c'est que si on veut faire, et on revient au débat, si on veut faire de la prévoyance, il va falloir faire un dialogue social. Si on veut faire un dialogue social, il faut augmenter les cotismes, mais il faudra aussi donner en échange. Ça veut dire qu'il va falloir faire une discussion. Pour que cette discussion ait lieu, il faut qu'il y ait des représentants. Et ces représentants, il va bien falloir les élire. Et on retombe sur le même sujet. Cette population, ils sont 2 600 000, ils sont 11% de la population active, ne sont représentés nulle part. Et c'est ça la vraie difficulté
du quinquennat futur, c'est comment on va représenter ces 10% ou 11% de la population active qui seront 15% demain. Ils ne sont ni des employeurs, ni des salariés. Alors ils sont où ? Il faut leur trouver une table. Édouard ? Je partage, et moi ce que je dirais aussi, c'est qu'il faut éviter de recréer un régime à part pour en faire encore, vous parlez d'exception, ou en tout cas... Oui, j'avais pas part. percuté que c'était Spécial de plus. que pour la mobilité. Ouais, tu refais un statut d'artisan Un taxi, régime quoi. spécial de plus. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut au contraire chercher à homogénéiser l'ensemble. Et donc, l'ensemble des régimes, l'assurance chômage, etc. Je pense que moi, la solution, elle passe par là, plutôt. Ouais, surtout que la vraie question à la fin des temps, c'est comment on harmonise et comment on fait passer au XXIe siècle notre protection sociale qui a été bâtie pour la civilisation de l'usine autour de la figure du salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée au même endroit. Et donc, forcément, à partir de là, rien ne colle. Emmanuel, t'as Parce tout que dit. même le titulaire du CDI, il n'est plus le même que celui des années Emmanuel, 50. t'as tout dit. Encore une fois, l'indépendant, il monte une SARL et il est au régime général de la sécurité sociale. Ou pas, ça dépend si ou pas, parce que s'il est majoritaire, il sera pas nécessairement salarié. Il y a mille et une façons. Là, dans la SASU, il est ou pas salarié. Il peut être salarié de sa SASU aussi. Donc en fait, on ne sait plus trop bien de quoi on parle, parce qu'il serait indépendant, il est tout seul, mais il peut être salarié avec des bulletins de paie. Ceux qui montent des SASU, c'est rarement pour se salarier. D'accord, mais en l'espèce, il peut le faire. Enfin, je veux dire, en espèce, il oui, pourrait bien le faire. Le péché originel, c'est qu'on a Pour ça. accroché la protection Il y a trop de sociale au choses. statut. Oui, c'est ça. Elle n'est pas accrochée à l'individu. Elle n'est pas universelle, elle est accrochée C'est le papier. au statut. Donc Ouais, du c'est coup, il faut renverser la table de 1945. Ça, c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. On va te Parce sortir que- le Conseil national Non, mais- de la mais résistance. non, mais- Vous non, n'y mais pensez c'est- pas, mais c'est monsieur ça. Noël. le Regarde ce problème. qui s'est passé sur la retraite. Ouais. C'est le même C'est débat en exactement plus le même grand débat. si on touche au travail. C'est le même débat. Et c'est pour ça qu'il y a autant de... Et particulièrement en France, je crois, une exaspération, ou plutôt une espèce d'exacerbation de cette polémique de ces travailleurs, parce que c'est en soi une sorte d'irritant qui vient remettre en cause et qui est un caillou dans la chaussure de tout De le tout le monde. système, De tout de le monde. l'entier système. Et pas uniquement sans Des personne. employeurs, des de tout salariés, le monde. de tout le Qu'est-ce qu'un monde. employeur, qu'est-ce qu'un salarié, qu'est-ce qu'une entreprise. C'est-à-dire Enfin, voilà. qu'ils offrent la solution dont tout le monde a besoin, Oui, mais mais on ne sait pas comment les rentrer dans Voilà. l'ensemble de Ça notre rentre pas dans les système. cases. Ça rentre pas dans les cases. ça rentre pas dans le 1945. Mais non. La civilisation de l'usine et le salariat que tu décrivais. On peut Et pas. c'est ça le problème. C'est pas grave, Non, mais non, mais c'est difficile. C'est pas grave, enfin il va falloir renverser la table. Hein. Ça va être difficile. C'est donc Parce au cas qu'on l'a vu à la législatif retraite. de s'adapter au monde d'aujourd'hui et non l'inverse. C'est ça, Voilà. c'est ça. Mm. Et on Et- a tendance à vouloir faire l'inverse. Ah oui. Puis là on a des murs, hein, nous, puis ils sont solides. Hein. Ouf, c'est des gros murs. Très très gros Mais murs. tu en as des défoncé piliers. tellement. Oui. Très très François. gros murs. Très gros mur. Bon, bah, tout ça est très Mais intéressant. c'est passionnant. Non, on n'a pas le temps, j'allais dire. Mais est-ce que le portage salarial, mais on n'a pas le temps de partir sur le... Mais effectivement, seulement 100 000 salariés portés, après tout ce qu'on vient de décrire et de raconter voilà. comme mutation, j'étais très surpris par ce chiffre. Et en même temps... Je pense que la vraie comprends question qui va se poser dans les prochains mois ou les prochaines années rapidement, c'est la question de l'intérim. Est-ce que l'intérim Ouais. va prendre c'est ça. l'indépendant comme une source, comme une véritable ressource, ou est-ce qu'on continuera Ou est-ce que l'indépendant va balayer Ou est-ce l'intérim que Voilà. l'indépendant Mais va c'est dire ça, là, l'intérim, pour ça, moi, c'est une vraie question, celle-là. Ouais, Moi, et c'est elle une n'est vraie pas question. tranchée. Elle Bon, n'est pas tranchée, celle-là. T'es loin de- merci infiniment de cette discussion formidable. Et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bismart.